Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent, un peu plus détendu. Et comme on est détendu et qu'on va faire une tier list, je suis à la terrasse de mon coworking. Il y a eu déjà un pouce qui est apparu à l'écran, donc aujourd'hui c'est full détente. On va parler d'outils et moyens de traitement en réhab et on va essayer de faire une sorte de classement, un tier list du coup, d'essayer de classer par catégorie pour voir si c'est plus ou moins pertinent. Bien sûr, ça sera super généralisé et chaque outil va être placé différemment pour une personne en spécifique ou pour un cas, pour une pathologie en spécifique. C'est-à-dire que peut-être dans cette vidéo, il y aura des outils que je vais mettre dans la classe à éviter, mais pour un patient en concret, cet outil, pour lui, ça serait quelque chose de très bien ou quelque chose de complémentaire. D'accord. Donc forcément, à chaque fois, je vais essayer de nuancer, expliquer dans quel cas ça peut être pertinent ou dans quel cas ça ne le sera pas. Mais pour des questions de généralisation et qu'on puisse les classer, il y aura pas mal de généralisation et de généralité ou une approche un peu plus générale encore une fois sur cette vidéo. Donc voilà, on va s'attaquer du coup aux différents outils de réhab que peut-être vous avez déjà eu certaines options qui se sont présentées à vous parce que vous êtes blessé ou parce que vous êtes kiné ou vous êtes coach et vous voulez peut-être orienter vos athlètes vers une chose ou vers une autre, ou si vous êtes du coup athlète et que vous êtes blessé, on vous a proposé tel ou tel traitement. Ici, grâce à cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut d'abord tester et sur quoi il va falloir mettre la priorité, votre temps, votre énergie et sur quoi peut-être on va laisser un aspect un peu plus secondaire sur ces aspects-là en termes d'investissement de temps, d'énergie ou d'argent ou tout simplement de prise de tête. Quels outils il va falloir laisser de côté pour peut-être plus tard si jamais les premiers outils ne marchent pas. Donc on attaque. Et la première chose, ouais, je vous ai pas dit, je vais essayer je vais tout mettre au plus haut sur Excellent. Et à la fin de la vidéo, parmi les outils qui seront sur Excellent, on va essayer de choisir le top 1 pour qu'on voit vraiment la première chose à faire, la première chose sur laquelle il va falloir s'attarder ou la priorité pendant la réhab, quel va être l'élément le plus important. Donc, on attaque et on va commencer, par exemple, par l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, pour moi, ça va directement sur Excellent. Pourquoi? Parce que il va y avoir un gros impact en fait de votre hygiène de vie. Elle va avoir un gros impact sur la réhab, sur l'évolution de la douleur. Et forcément, si on ne prend pas en compte ces aspects-là, en termes d'activité physique de base, essayez de ne pas être trop sédentaire, d'avoir une certaine activité physique de base, d'augmenter les niveaux d'activité physique, d'avoir forcément de prêter soin à notre alimentation, à notre hydratation. Je mets dedans aussi le sommeil, les niveaux de stress, de fatigue. Si on ne prête pas attention à tous ces éléments-là, c'est des choses qui peuvent énormément perturber la réhab, que ce soit sur l'aspect cicatrisation des tissus, donc quand on se récupère suite à une vraie blessure, ou tout simplement sur nos douleurs. D'accord. Donc on peut vraiment avoir un seuil de douleur qui est complètement différent, des niveaux de douleur qui sont complètement différents pour quelqu'un qui va avoir une mauvaise hygiène de sommeil, un très mauvais sommeil, ou quelqu'un qui prenne vraiment soin de son hygiène de vie. Pourtant, les deux ont peut-être la même blessure, la même gravité de blessure, mais les niveaux de douleur ne seront pas les mêmes. D'accord. Donc ça va être super, super important de prendre soin de son hygiène de vie. Pour moi, c'est un indispensable dans la réhab. On va continuer par exemple sur la thérapie manuelle. Donc ici dedans, dans la thérapie manuelle, je ne mets pas le massage, d'accord? Je ne vais pas mettre le massage ici, je vais mettre tout ce qui est manipulation, que ce soit fait par ostéo, qui n'est pas importe, d'accord? Je vais mettre tout ce qui est manipulation, tout ce qui va, on va dire, ne pas être faisable spécifiquement via l'exercice, d'accord? C'est-à-dire, il y a certaines manipulations, certains glissements qu'on va avoir plus de facilité à reproduire en thérapie manuelle, ou avec un peu plus de précision que via les exercices. C'est aussi faisable via les exercices, mais il faudrait aussi que ce soit très bien encadré, très bien placé dans les bons axes. Donc parfois en thérapie manuelle, il y a certaines choses qui sont plus faisables. Donc la thérapie manuelle, je vais la mettre sur très bien. D'accord. Je vais la mettre sur très bien parce que on va dire que ça peut vraiment potentialiser certains aspects sur les exercices. Par exemple, je vous mets un exemple très concret pour que vous compreniez. Lors d'un conflit de hanche, les patients peuvent être limités par la flexion rotation interne. Le fait de créer, de reproduire un glissement postérieur au niveau de la hanche va pouvoir les aider derrière à gagner en rotation interne, à être soulagés en rotation interne, à avoir un peu plus d'espace
si on simplifie. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Pour gagner en rotation interne. Ça, ce glissement postérieur, c'est quelque chose qu'on peut amener via des exercices. Mais il faut que le patient soit très bien placé. Et parfois, c'est vrai que c'est plus simple quand le patient peut-être n'a pas les outils ou n'a pas l'autonomie pour mettre en place l'exercice parfaitement chez lui. Parfois, c'est tout simplement plus simple de le mettre en place en thérapie manuelle. D'accord ? Le but, ça serait forcément de lui donner un exercice qu'il puisse faire chez lui et reproduire les mêmes conditions. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Moi, je le mets en place chez pas mal d'athlètes et ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu plus de mal à trouver les bons axes et à trouver le bon ressenti. Donc, c'est pour ça que je le mets dans très bien parce que ça peut venir parfois remplacer certains exercices qui sont un peu plus durs à mettre en place en autonomie. Donc, je le mets sur très bien. Par contre, le massage, je vais le mettre en complémentaire. Je pense qu'on peut vraiment s'en passer du massage. Encore une fois, tout ce que je mets sur complémentaire, c'est pas quelque chose. Est-ce que ça va glisser ou pas ? Voilà, j'arrivais pas à faire glisser le massage sur complémentaire. Tout ce que je mets sur complémentaire, c'est pas quelque chose de mauvais, d'accord ? Mais c'est juste que je pense qu'on peut se passer un peu plus du massage que ce que pourrait se passer dans certains cas de la thérapie manuelle, plus dans le sens manipulation, mobilisation un peu plus spécifique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le massage, déjà, on peut, même si c'est mieux avec les mains, c'est toujours plus agréable et je pense que c'est quand même mieux. On peut chercher à remplacer par exemple tout ce qui est trigger point. Donc, il y a quand même des outils qu'on peut utiliser pour travailler sur des trigger points. Le massage, même si ce n'est pas pareil, on peut utiliser un rouleau de massage. Alors que sur la thérapie manuelle, on est un peu moins remplaçable sur ça. Forcément, il y a des exercices qu'on va pouvoir mettre en place. Mais je pense que le niveau sur lequel on se rapproche à la thérapie manuelle via des exercices n'est pas le niveau par rapport au niveau auquel on se rapproche au massage via les rouleaux de massage ou les outils de trigger point, etc. Il y a quand même une différence. C'est pour ça que je le mets un tout petit peu en dessous, d'accord ? Et aussi parce que souvent, on a tendance à investir plus de temps sur des massages que de la thérapie manuelle qui a tendance à être un peu plus courte. La séance ou les manipulations ou autres, ça a tendance à être un peu plus court. Donc voilà, c'est pour ça tout simplement que je le mets un peu en dessous, mais sinon, je n'ai pas de préférence de base, a priori, sur l'un ou sur l'autre. Donc, massage, on le met sur complémentaire. On va passer par exemple au chaud et au froid. On va commencer par le froid. Et le froid, je vais le mettre sur peu d'intérêt. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à éviter à tout prix parce que je ne pense pas que ce soit assez puissant pour qu'on cherche à l'éviter. Forcément, s'il y a eu une lésion qui nécessite derrière une cicatrisation, en fait, le problème du froid, c'est qu'il a le potentiel, si bien sûr on l'applique de façon très importante pendant longtemps et sur la zone même, pourrait avoir le potentiel d'empêcher en partie cette inflammation, ce processus inflammatoire, et donc derrière cette cicatrisation de bonne qualité. C'est-à-dire que le froid est anti-inflammatoire. Or, j'ai besoin d'inflammation pour avoir une bonne cicatrisation. Si je mets un anti-inflammatoire, mon inflammation ne va pas avoir complètement lieu et donc ma cicatrisation va être de moins bonne qualité. Donc le froid est anti-inflammatoire, certes, mais ce n'est pas quelque chose d'assez puissant pour vraiment couper complètement l'inflammation et la cicatrisation. D'accord ? C'est pour ça que je ne le mets pas sur à éviter parce que ce n'est pas si fort que ça. Donc au pire, si le froid vous fait du bien et que vous n'en abusez pas, vous mettez un tout petit peu et que ça vous fait vraiment du bien, ça ne va pas complètement empêcher votre cicatrisation. D'accord ? C'est pas assez puissant, c'est pas comme des anti-inflammatoires par exemple. J'ai fait glisser sans faire exprès ça, donc on va le remettre à sa case, on va en parler tout à l'heure. Par contre, voilà, si c'est juste la notion de température qui vous fait du bien du fait de mettre du froid ou du chaud, on va préférer plutôt le chaud dans la plupart des cas. Et c'est pour ça que le chaud, je vais le mettre un poil plus haut, je vais le mettre sur complémentaire. Dans tous les cas, retenez que ces deux choses-là ne sont pas essentielles. Pour moi, ça ne fait pas partie des choses les plus importantes à mettre en place en réhab. Et encore moins du fait de se dire est-ce que pour ça je vais absolument mettre du chaud ou pour ça je vais absolument mettre du froid. Il y a juste l'exception des lésions musculaires ou des tendinopathies dans lesquelles pour le coup je préférerais mettre du chaud. Encore une fois pour cette notion d'inflammation et de cicatrisation, on va relancer le processus inflammatoire mais
voilà, dans un cadre où il faut que ça reste modéré. Si bien sûr vous avez des marqueurs inflammatoires très importants, donc beaucoup de rougeur, la zone très gonflée, il y a un hématome par exemple. Là pour le coup, si l'inflammation est très très importante, on peut chercher à plutôt basculer sur du froid plutôt que le chaud. Mais encore une fois, si on peut s'en passer en termes de douleur, je mettrai soit rien, soit du chaud. Et je garderai vraiment le froid dans le cadre où il y a une inflammation beaucoup trop importante et qui pour le coup est en train de vraiment nous pénaliser en termes de cicatrisation. Mais il y a assez peu de cas finalement dans lesquels ça peut être le cas. Donc en post-opératoire, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas eu d'opération ou autre, je pense qu'on va plutôt préférer soit rien, soit le chaud, ou d'autres façons de drainer la zone. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je mets un peu le chaud devant le froid. Dans tous les cas, c'est complémentaire. Si jamais vous avez juste des sensations de tension musculaire, des courbatures, il y a d'autres choses à faire, mais pourquoi pas, si ça vous fait du bien, mettre un petit pack de chaud, ça vous fera pas de mal. On va passer sur le prochain élément. Ben, par exemple, on va prendre ça. Donc ça, c'est l'adaptation de l'entraînement. Et ça, je vais le mettre sur excellent. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés à vous entraîner normalement, donc à faire vos mouvements en amplitude complète ou sur des charges plutôt élevées, ou à tolérer certains formats ou à ne pas tolérer tel type d'exercice, l'adaptation de l'entraînement va vous permettre de vous continuer à vous entraîner le mieux possible, c'est-à-dire en gardant quand même un certain niveau de stress et de stimulation qui vous permettent de rester en bonne forme, en bonne condition, de ne pas forcément vous désentraîner. Tout simplement, ça vous permet de continuer à entraîner certaines patterns sans pour autant augmenter vos douleurs ou vous mettre en risque en termes de blessures et d'être assez progressif pour laisser les tissus cicatriser ou vos douleurs se résorber. Donc si vous avez une bonne adaptation de l'entraînement, franchement, c'est super pour votre réhab. Si vous avez trouvé des formats sur lesquels, imaginons, vous avez mal au soulevé de terre et vous avez trouvé des variations, des formats qui vous permettent de continuer à pratiquer le soulevé de terre sans douleur et sans devoir faire du très très léger, c'est vraiment super parce que vous allez pouvoir peut-être travailler d'autres qualités, insister sur une partie du mouvement ou autre, sans pour autant relancer vos douleurs. Et ça va vous aider une fois que vous reviendrez sur vos charges d'habitude. Donc vraiment l'adaptation de l'entraînement, trouver le bon volume, les bons formats, les bonnes variations en fonction de la douleur, c'est vraiment super, c'est vraiment essentiel et ça va vraiment changer votre réhab. Donc ça c'est super important, je le mets sur excellent. On va passer sur l'imagerie. Et l'imagerie, je vais la mettre sur peu d'intérêt, voire complémentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Une fois vous avez, pardon, j'ai fait glisser les médicaments. Une fois vous avez fait un bilan chez un professionnel de santé, donc médecin, kiné ou autre, vous n'avez pas forcément besoin d'imagerie, sauf si le bilan suite au bilan, on se dit on a besoin de plus d'indices pour orienter le traitement. Là, pour le coup, ça peut être, pourquoi pas, utile d'avoir une imagerie. Ce n'est pas quelque chose que je recommande dans un premier temps, parce que même pour un bilan où on suspecte qu'il y ait quelque chose à l'imagerie, le fait qu'il y ait quelque chose à l'imagerie ou pas, ça ne va peut-être pas changer notre traitement, ou ça ne va peut-être pas changer tellement notre traitement. Donc du coup, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on chercherait à passer une imagerie? Moi, je vais plutôt orienter les patients vers ça ou orienter les patients vers le médecin pour qu'il oriente vers une imagerie, dans le cadre où il faut vraiment écarter tel ou tel type de pathologie et le fait qu'il y ait présence ou pas de quelque chose sur l'imagerie changerait vraiment de façon très importante le traitement ou m'empêcherait à moi de mettre en place certaines choses. Donc c'est pour ça que je mets l'imagerie sur peu d'intérêt, pas parce que ce soit inutile. Parfois, ça peut nous donner des infos de beaucoup de valeur, mais il faut déjà qu'on parte avec l'idée de je vais passer l'imagerie parce que ces infos-là vont être de beaucoup de valeur. Sinon, si c'est passer une imagerie pour essayer de diagnostiquer ou de voir ce qu'il y a, je pense qu'il y a avant ça d'autres outils et que lors du bilan, l'interrogatoire et nos tests cliniques et la prévalence des pathologies, l'épidémiologie nous donnent davantage d'indices que juste l'imagerie par rapport à ce qui pose problème. Et je la mets aussi ici pour ça, parce qu'on a tendance à un peu la surcoter, l'imagerie. On va lui donner beaucoup plus de valeur que ce que ça en a. Donc voilà. Or, parfois, on voit des choses à l'imagerie qui n'ont pas l'impact
cliniques. Or, elles sont là, elles sont réelles. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets sur peu d'intérêt. Par contre, on va passer sur le bilan. Donc pour le coup, c'est le bilan clinique où du coup, c'est avec un professionnel de santé qui connaît un peu les demandes de votre sport, qui connaît les lésions qui peuvent être attribuées à ce sport, qui sait ce que vous faites, qui s'intéresse à votre contexte, à vos objectifs, qui vous demande par rapport à l'apparition de vos douleurs, qui vraiment va essayer de comprendre votre histoire au niveau de vos douleurs, qui va comprendre votre blessure, sur quel mouvement ça apparaît, sur quel mouvement ça ne vous pose pas de problème, et qui après peut vous tester au niveau de plein de choses, au niveau de voir s'il y a certains tests qui reproduisent votre douleur ou pas, votre mobilité, votre fonction, vos niveaux de force, etc. Donc il y a plein de tests qui va pouvoir vous faire passer par la suite, mais c'est surtout cette compétence de vraiment s'intéresser à votre douleur et à votre histoire qui pour moi va être super super importante. Et donc le bilan, je vais le mettre sur excellent. Parce que si vous êtes chez un pro de santé qui va vraiment vous bilanter et vous bilanter de façon à ce que le bilan soit adapté à vous et qui vraiment s'intéresse à votre douleur, il va partir avec beaucoup d'indices suite au bilan et il va sûrement, plus probablement, partir sur la bonne voie en termes de traitement et va vous orienter, vous proposer les meilleurs choix possibles de traitement. Au contraire, si vous travaillez avec quelqu'un qui vous ne bilante pas et vous lui dites par exemple j'ai mal au coude et il vous dit allez on va faire ça directement, sans pour autant vous demander sur quel mouvement ça apparaît, depuis combien de temps c'est présent, qu'est-ce que vous avez fait auparavant, s'il y a eu des changements dans votre entraînement ou à quel moment de la journée c'est présent. C'est juste des exemples. S'il ne vous pose pas ce type de questions, s'il ne s'intéresse pas au sport que vous faites et qu'il ne vous teste pas après le coude en faisant quelques tests au niveau, encore une fois, reproduction des symptômes ou autre, ça va être très compliqué qu'il ait des indices et pour vous donner le traitement adapté. Et sûrement, il va partir sur un traitement lambda ou le même traitement qu'il aurait donné à quelqu'un d'autre qui a mal au coude, mais chez qui la situation n'a rien à voir par rapport à vous, donc par rapport à la vôtre. Donc voilà, c'est pour ça que le bilan, je le mets sur excellent. Pour les médicaments, je vais le mettre sur à éviter. À éviter, encore une fois, pas parce que ce soit quelque chose de mauvais. Il y a certaines pathologies qui demandent la prise de médicaments et dans ce cas-là, les médicaments seraient excellents. Mais dans la plupart des douleurs musculo-squelettiques, on n'aura pas besoin des médicaments pour s'en sortir en termes de cicatrisation des tissus. Parfois, ça peut être même délétère en fonction des médicaments. Les anti-inflammatoires, par exemple, pour tout ce qui est processus inflammatoire. Et surtout, en termes de douleur, il y a des choses bien moins coûteuses en termes d'effets secondaires, surtout, qui vont pouvoir vous aider. Donc, par exemple, les exercices dont on parlera tout à l'heure, ou l'adaptation dans l'entraînement, ou la thérapie manuelle. Pour moi, si on peut soulager la même douleur via la thérapie manuelle versus via des médicaments, je choisis 1000 fois la thérapie manuelle ou les exercices. Donc c'est pour ça qu'on va chercher à éviter, encore une fois, les médicaments peuvent être aussi complémentaires. Si on a quelqu'un avec des douleurs très importantes et le reste des moyens de traitement ne soulage pas ces douleurs et ces douleurs vraiment lui empêchent de reprendre le mouvement et de bouger normalement, les médicaments vont être bien. Mais dès que possible, on va chercher à les arrêter ou à éviter. C'est pour ça qu'ils sont dans cette case-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou autres. Ça dépend de la situation, mais c'est vrai qu'on va chercher à retarder ou à le laisser dans un plan plus tard, comme une des dernières options. Une des dernières options va aussi être tout ce qui est infiltration. Finalement, ça reste des médicaments, c'est juste qu'on prend via une autre voie. Mais tout ce qui est infiltration, piqûre, PRP ou autre, ça n'a pas tendance à vraiment changer notre rééducation de façon au moins positive. Certes, ça peut cacher les douleurs, mais ça ne fait que ça, cacher les douleurs. Et après, par la suite, on doit se mettre au repos pendant une semaine ou autre. Donc, ça va pas être vraiment super, super pertinent. J'ai vu que j'ai fait glisser le Compex sur à éviter. Je vais le mettre sur peu d'intérêt. Pourquoi? Pareil, parce que l'électrothérapie, par rapport au chaud, je pense que c'est quand même moins pertinent. Pareil, c'est juste anesthésier, cacher le message douloureux. Donc encore une fois, si vraiment il y a des douleurs très importantes et que le reste ne donne pas grand-chose, pourquoi pas l'utiliser? Mais finalement, on y passe pas mal de temps. À chaque fois, c'est 10, 15, 20 minutes sur l'électrothérapie pour pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a des moyens plus rapides et plus efficients de soulager une douleur. J'ai vu d'ailleurs que j'ai fait glisser quelque chose sur très bien. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé.
Mais ça aussi, on va le mettre sur à éviter. Immobilisation, repos complet, on va le mettre à éviter. Pourquoi? Parce que pareil, on va être désentraîné, il ne va pas y avoir d'effet bénéfique, au contraire, sur la cicatrisation de nos tissus. On sait que nos tissus, pour cicatriser, il va falloir les stimuler, il faut les faire subir un certain stress. C'est juste qu'il ne faut pas que ce stress soit excessif non plus pour reléser davantage les tissus. D'accord? Mais on a besoin de contraintes. Par exemple, quelqu'un qui se fait une entorse, qui se fait une lésion musculaire, on a besoin de mettre de la contrainte, de mettre en mouvement la zone pour qu'il y ait une cicatrisation de bonne qualité. Donc, l'immobilisation, on va la garder vraiment que pour les cas où la moindre contrainte mettrait en danger la structure. Donc, par exemple, des fractures plus graves. Il y a même des fractures qu'on n'immobilise pas complètement en fonction du type de fracture. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à éviter. Donc, sortez-vous de la tête l'idée de l'immobilisation ou qu'il faut s'arrêter complètement, sauf si un professionnel de santé vous donne les arguments pour. C'est-à-dire, vous explique que par rapport à ce que vous avez, vraiment, il y a un réel risque de relésion dès une contrainte minimale. Ben là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, immobilisation. Et encore une fois, même dans ces cas-là, j'irai peut-être demander un deuxième avis. Parce que peut-être que avec ce deuxième avis, vous avez quelqu'un d'un peu plus compétent et qui vous dit, ben, en fait, il n'y a pas de risque, tu peux quand même continuer à bouger. C'est juste qu'il va falloir faire attention à ça, ça, ça. Ben, vous évitez peut-être 1 mois ou 2 mois d'immobilisation après lesquels vous partirez de zéro. Donc déjà, vous gagnez énormément de temps sur la réhab. Je vais regarder si j'ai rien fait glisser d'autre là où il ne faut pas. Je pense pas. Ok. Et on va continuer avec les 2 derniers, donc qui concernent les exercices. Le premier, donc j'ai mis des exercices un peu plus light, tout ce qui est étirement, des mobilisations très légères, des exercices on va dire un peu bateau. Ouais, c'est-à-dire que c'est des exercices que vous pouvez trouver facilement un peu sur internet. Vous avez mal au dos, vous tapez exercice mal au dos et vous avez des étirements un peu bateau, mais qui finalement peuvent être aussi très bien. Pourquoi je le mets sur très bien? Parce que déjà, si vous écoutez par rapport à la douleur, il n'y a pas de risque d'aggravation de ces douleurs. Deuxièmement, parce que ça peut même soulager vos douleurs et parce que c'est quelque chose de gratuit. Vous investissez le temps que vous y pouvez investir. Donc ça ne doit pas forcément vous prendre 3 plombs comme aller avoir une séance d'électrothérapie, par exemple. Et ça va vous garder en mouvement, ça va quand même stimuler un peu la zone. Parfois, c'est des stimulations vraiment minimales, c'est-à-dire que c'est des exercices très très light. Ça ne va pas créer des vraies adaptations, ça ne va pas vraiment développer la force de la zone, renforcer la zone ou la mobilité de la zone. Mais quand même, vous mettez la zone en mouvement et ça peut vous faire du bien. C'est gratuit, vous pouvez le faire chez vous, à la salle, quand vous voulez. Si ça vous soulage, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Si vous avez le temps, pareil. Donc, c'est pour ça que je le mets sur très bien, parce que c'est quand même bien. Mais en fait, le problème, c'est que en fonction de la lésion que vous avez, de la blessure que vous avez et surtout de votre niveau auquel vous pouvez revenir, ben, vous ne pouvez pas rester sur ça parce que c'est des exercices qui ne ressemblent pas du tout au sport que vous pratiquez, aux mouvements que vous faites ou aux charges que vous allez utiliser. C'est la plupart du temps des exercices au poids du corps avec des amplitudes modérées, avec pas d'application de force ou peu de contraintes. Donc en gros, il y a beaucoup de différences encore entre ça et un soulevé de terre, un squat ou un bench. D'accord? C'est pour ça que je le mets pas sur excellent parce que finalement, en fonction d'où vous partez, c'est quelque chose dont on peut se passer. Par contre, pour le coup, là, je vais mettre des exercices de réhab un peu plus poussés. Je vais les mettre sur excellent parce que en fait, ces exercices de réhab vont vous permettre de partir. Imaginons que par rapport à vos douleurs, vous pouvez performer à 50% de vos capacités et que vous voulez revenir au 100%. Mais en fait, ces exercices de réhab, pour passer du 50 au 100%, il faut passer sur des exercices qui vous permettent d'être chargeable, c'est-à-dire de vraiment avoir une surcharge progressive au niveau de ces exercices qui vous mettent de plus en plus en difficulté et qui aussi habituent vos tissus à la contrainte qu'ils vont subir sur le 100% de difficulté. D'accord? Donc c'est pour ça que je mets ces exercices-là sur très bien et les autres sur excellent parce que ces exercices vont vous mettre en difficulté, vont entraîner certaines capacités chez vous et c'est ces capacités et ce capital musculaire, articulaire ou autre dont vous aurez besoin pour revenir sans problème au squat, au bench et au soulevé de terre en lourd ou au mouvement que vous pratiquez. Donc vraiment retenez que sur la réhab, il va falloir à un moment donné, ça c'est indispensable,
passer par des exercices qui vraiment vous mettent en difficulté et qui, si possible, s'apparentent de plus en plus, de façon plus spécifique, aux mouvements que vous allez pratiquer ou aux contraintes qu'il va y avoir pendant ce mouvement. Donc, voilà pour le tier list. Laissez-moi en commentaire s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, parce que ça se comprend et forcément, je vous ai dit, pour chaque pathologie ou cas concret, il peut y avoir des différences, il y a des choses qui peuvent passer d'une case à l'autre en fonction de la personne. Et si je devais, moi, choisir une seule chose, ou la chose la plus indispensable pour moi, ça serait clairement le bilan. Donc ça serait clairement le bilan, je vais le faire glisser sur top 1. Je pense qu'il y a les exercices qui vont glisser aussi, c'est pas grave. Donc pourquoi le bilan? Encore une fois, parce que c'est la base. Sans un bilan carré de base où on comprend ce qui pose problème, où la personne s'intéresse au sport que vous pratiquez, à votre contexte, à vos objectifs, à comment est apparue la douleur, à dans quel mouvement elle apparaît ou elle apparaît pas, à si elle est présente dans votre quotidien ou pas, quel est le niveau de douleur que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ou sans douleur. En fait, si on ne sait pas ça, on ne sait pas d'où il faut partir et on ne sait pas vers où il faut aller. Donc en fait, sans ça, le reste n'est pas possible. D'accord? Que ce soit les exercices, la thérapie manuelle ou autre. Il faut absolument un bilan pour que vous compreniez ce qui vous arrive, pour que vous compreniez ce que vous allez pouvoir mettre en place et ce que vous allez pouvoir améliorer pour soulager vos douleurs et vous récupérer de votre blessure, et aussi pour que le professionnel de santé en face de vous vous présente les meilleures options de traitement qui vont vous permettre de revenir plus vite et mieux à votre activité sportive sans douleur. Donc c'est pour ça que pour moi le bilan reste la base et que je conseille à tout le monde, à tous les gens qui m'envoient des messages par rapport au fait qu'ils ont des douleurs ici ou là. Prenez un bilan avec moi. Ça ne vous engage pas à prendre un suivi derrière, mais au moins prenez le bilan, vous repartez avec des axes de travail, des exercices concrets que vous devez mettre en place. Et peut-être que vous ne le mettrez pas en place de façon avec un suivi avec moi, mais au moins vous comprendrez ce que vous devez améliorer. Et il y a énormément d'athlètes qui ont uniquement fait le bilan avec moi et ils ont mis en place ce que je leur ai dit lors du bilan, les exercices que je leur ai donnés. Et il y a déjà eu presque autant d'améliorations qu'avec certaines personnes qui ont fait un suivi avec moi. Parfois, je les oriente vraiment vers un suivi parce que je pense qu'avec le bilan seulement, il n'y aura pas forcément tous les éléments auxquels on va pouvoir répondre. Mais quand vraiment, moi, je pense de façon honnête qu'avec le bilan, on peut se débrouiller et qu'ils peuvent continuer à mettre en place ça de façon autonome, dans ce cas-là, le bilan peut très bien marcher. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont blessés, je vous recommande de prendre un bilan. Avec moi, encore mieux, voilà, parce que je sais que je vais m'intéresser. Moi, j'ai la certitude que moi, je vais m'intéresser à vos problématiques. Le kiné à côté de chez vous, je ne le connais pas. J'espère qu'il sera très bien. Mais moi, je sais que je vais m'intéresser à votre problématique, essayer de vraiment comprendre ce qui vous arrive. C'est pour ça que je dis avec moi, c'est pas pour autre chose. Mais vraiment, retenez que ce soit avec moi ou pas, cherchez un professionnel qui vous fasse vraiment un bilan complet et qui cherche à comprendre ce qui vous arrive de façon honnête. Encore une fois, si la vidéo a été utile pour vous, vous pouvez la soutenir, partager la vidéo ou la chaîne à des potes qui sont blessés et à qui la chaîne peut être d'utilité. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.